Et je vais commencer un petit peu par quelques généralités. Déjà vous saluer tous, vous saluer toutes au nom du collège maçonnique et également au nom du président du collège maçonnique, Christian Roblin. Nous sommes vraiment très, très heureux de vous retrouver pour ces entretiens d'été. Alors, je rappellerai brièvement, pour ceux qui se connectent pour la première fois, que nous avons déjà organisé ces entretiens l'année dernière. Je crois que tout un chacun en a été tout à fait satisfait, d'où l'idée de recommencer cette année. Et donc, nous avons recommencé la semaine dernière et tous les jeudis soirs, vous pourrez nous retrouver à 19h30 jusqu'au 2 septembre. Donc, notre thème générique de l'année, c'est l'éthique. Et nous allons décliner ce thème au fur et à mesure des semaines dans des domaines tout à fait variés et différents que je ne vais pas vous énumérer ici puisque je pense que vous avez tous reçu notre programme. Si ce n'est qu'aujourd'hui, nous allons plutôt nous axer sur les médias. Donc nous sommes, je salue aussi celui que vous ne verrez pas, qui est Jean-Robert Domas, qui est celui qui fait fonctionner la technique. Donc je crois qu'il est important que nous ne l'oublions pas et nous le saluons vraiment parce que sans lui, rien ne serait possible. Voilà, donc je vais passer maintenant, nous sommes essentiellement deux organisateurs, avec Jean-Robert un troisième au niveau de ces entretiens. Donc, je vais passer la parole à Alain Noël, qui va donc vous présenter déjà la conférence de ce soir et vous présenter le premier des intervenants qui lui-même présentera les suivants. Voilà, Alain Noël, tu as la parole. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous. J'ai le plaisir donc de vous accueillir à la suite de Marie-Thérèse Besson sur ces entretiens d'été. La semaine dernière, nous étions focalisés avec Didier Lesky sur les libertés publiques. Aujourd'hui, nous nous focalisons sur un autre point crucial de la société moderne, les médias. Quelle éthique pour les médias? Le modérateur, la conférencière sera Nathalie Sonac, que je salue ici. C'est Eric Angeletti qui vous la présentera, de même qu'il présentera l'autre modératrice qui est Anne-Marie Frey de la Grande Loge féminine de France. Je voudrais simplement brièvement vous présenter Eric Angeletti. Il est journaliste, il est expert médias et communication. Il était directeur de l'information et des programmes du groupe Énergie, que tout le monde connaît, pendant 12 ans, puis directeur des programmes d'Europe numéro 1 pendant 4 ans. Il a créé ensuite une société qui s'appelle Angiocom, qui conseille les médias sur la stratégie, les animateurs, les journalistes, et qui est également une société de communication qui gère les budgets de clients institutionnels. Voilà pour la présentation générale. Je n'oublierai pas de dire que Eric est vice-président du Presse Club de France et qu'il a créé un site qui s'appelle pepsnews.com, le site des infos tout à fait positives. Je laisse la parole à Eric, à nos modérateurs, et nous disparaissons de vos écrans, je pense, pendant quelques temps. Nous nous retrouverons à la fin de la conférence. Bonsoir à toutes et à tous, et à tout à l'heure. Bonsoir effectivement à toutes et à tous, et merci d'être si nombreux. Merci à notre très chère sœur Marie-Thérèse Besson, ancienne grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France, et notre très cher frère Alain Noël Dubar, ancien grand maître de la Grande Loge de France, d'avoir préparé ce programme. Alors effectivement, aujourd'hui, la thématique du programme sera comment informer aujourd'hui dans le cadre d'éthique et médias, et nous aurons le plaisir de recevoir Nathalie Sonac. Nous allons modérer ce webinaire avec Anne-Marie Frey, que vous voyez à mes côtés. Bonsoir Eric, bonsoir tout le monde. Et vous pourrez intervenir tout au long de cette soirée. Alors, techniquement, vous pourrez intervenir par le petit logo en dessous du Zoom qui s'appelle Q&R, questions et réponses. Donc, vous pourrez poser vos questions. Vous pouvez d'ores et déjà les poser. On s'en fera le porte-parole tout au long du webinaire, après l'intervention de Nathalie. Alors, nous allons modérer avec Anne-Marie. Je vais vous dire quelques mots sur Anne-Marie, qui est conseil et audit en ressources humaines, enseignant, chercheur, docteur en sciences de gestion.
dans les différentes responsabilités qu'elle a exercées. Elle a été doyen de la faculté et directrice de recherche à l'École supérieure de commerce et de management, directrice scientifique et fondatrice de la chaire Management de la responsabilité sociale à la Caisse d'épargne. Elle a également été vice-présidente entre 2009 et 2015 de l'Institut international d'audit social, secrétaire générale depuis 2015 et membre de l'Académie de l'éthique. Alors ce soir, nous nous retrouvons, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Senac. Nathalie Senac, qui est professeure des universités de Panthéon-Assas. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Vous êtes également présidente du comité d'éthique pour les données d'éducation depuis juin 2020, depuis un an, nommé par Jean-Michel Blanquer. Vous êtes membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, vous l'avez été de janvier 2015 à janvier 2021. Vous avez été notamment présidente du groupe de travail télévision, vice-présidente du groupe production et création, membre du comité d'experts sur la désinformation en ligne, créatrice de l'opération Sport Féminin Toujours, membre du Conseil scientifique observatoire de l'économie du sport et membre de la conférence permanente du sport féminin. Pour vous présenter encore un peu plus, vous avez été directrice de l'Institut français de presse, l'IFP, entre 2009 et 2015. Et puis, vous avez contribué à de nombreuses tribunes et ouvrages, notamment L'avenir de l'audiovisuel, Construire le meilleur, éviter le pire, La redoutable efficacité économique du modèle économique des infox, L'industrie des médias à l'ère numérique et l'avenir des télévisions européennes passe par les alliances. Donc, vous êtes au cœur du sujet aujourd'hui, éthique et médias, comment informer aujourd'hui? Alors, il est vrai qu'avec le développement d'Internet dans les années 2000, les médias ont littéralement explosé. On a vu apparaître une explosion de chaînes, et notamment de chaînes d'information. La question qui se pose aujourd'hui, effectivement, c'est comment faire face à cette multitude des offres et comment travailler pour continuer à fournir une information fiable et suivie et surtout sûre. C'est un vaste programme. Donc, vous allez tenter de tracer la juste voie en ces domaines. Nathalie Senac, vous avez la parole. Merci beaucoup Eric, et je vous remercie vraiment très sincèrement pour cette invitation. C'est une première pour moi, donc je suis très heureuse d'échanger avec vous tous, et surtout sur un sujet si important finalement, qui est le sujet de nos démocraties, sur le thème de l'éthique et des médias, ou comment informer aujourd'hui. Alors peut-être pour entrer dans le vif du sujet, je commencerai par quelques chiffres, en disant qu'avec près de 2,4 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde, ça c'est pour Google, et 1,6 milliard par jour pour Facebook, Facebook est la première plateforme d'accès à l'information. YouTube, de son côté, occupe une place majeure dans la consommation de contenu de vidéos sur Internet. C'est 1 milliard de vidéos visionnées dans le monde, 52 millions d'heures de visionnage rien qu'en août 2019. Alors, ces plateformes, qu'on appelle GAFA aussi, pour l'acronyme Google, Amazon, Facebook, Apple, sont vraiment devenues des acteurs à part entière de la sphère communicationnelle et informationnelle, et qui ont transformé en profondeur les contours de la sphère médiatique. Alors, à la fois de par leur taille, de par leur puissance économique, elles remettent clairement en cause nos fondamentaux d'accès à l'information, de pluralisme et de diversité. Alors, peut-être pendant la vingtaine de minutes que vous me permettez, que vous m'accordez, j'aurais peut-être 3 points principaux. D'abord, une brève présentation de ce nouvel espace informationnel. Ensuite, évoquer quels sont les enjeux démocratiques et principaux qui se posent. Et puis ensuite, peut-être trouver quand même, ou en tout cas évoquer des solutions, des remèdes envisageables à ce nouvel environnement. Alors, pour le premier point, en fait, ces 3 révolutions, elles tendent à expliquer ce nouveau paysage informationnel. En fait, beaucoup l'ont dit. Les médias ont changé de paradigme. Le numérique a métamorphosé vraiment intrinsèquement les modalités à la fois de production, de consommation, de diffusion des produits culturels et médiatiques. Et ces transformations, aujourd'hui, sont totalement systémiques. Elles remettent en cause à la fois les positions de force des acteurs principaux, mais aussi les règles du jeu. Alors, ces 3 révolutions, quelles sont-elles rapidement? D'abord, une révolution clairement technologique. Le numérique offre, et vous l'avez dit Eric en introduction, le numérique offre finalement de nouvelles modalités d'accès au programme audiovisuel, à l'information, de la numérisation des signaux à l'amélioration des réseaux,
en passant aussi par la généralisation d'équipements à des prix abordables. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est qu'on peut accéder à des centaines de chaînes de télévision via la TNT, le câble, le satellite, la fibre, la DSL, dans des services qui sont gérés ou dits encore en OTT, donc qui ne sont pas gérés, pour une offre en fait de plus en plus riche et toujours extrêmement variée. Ça, c'est une première révolution. Une deuxième révolution, celle-ci était vraiment une révolution, je dirais, économique. C'est-à-dire que le numérique a conduit à une restructuration économique du paysage médiatique dans son ensemble, avec l'arrivée de groupes de télécommunications, je pense à Orange, je pense à Altice SFR, avec des acteurs qui sont des acteurs spécialisés, Netflix, Amazon Prime, Disney, ou encore des géants du numérique. Et là, on retrouve les GAFA comme Google, Apple, Amazon. Tous ont investi le secteur médiatique et qui poussent finalement les médias traditionnels à réaliser des synergies, à investir beaucoup plus dans les contenus, à trouver des nouveaux relais de croissance et à s'engager dans des mouvements de concentration, de convergence et d'industrialisation. Or, en fait, la concentration, c'est pas un phénomène anodin de façon générale, mais en tout cas, ça l'est encore moins dans le secteur médiatique. On a toujours craint en fait, que le pouvoir soit concentré entre les mains de quelques-uns, puisque la concentration risque d'engendrer des risques potentiels de moindre pluralisme et de moindre diversité, notamment dans la représentation du spectre des opinions. Et enfin, donc ça c'est pour la révolution économique, et enfin une dernière révolution, c'est une révolution des usages. En fait, le numérique a vraiment donné naissance à un consommateur nouveau, qui n'est plus un récepteur passif, mais le numérique lui a permis de devenir lui-même un producteur, un distributeur, voire un prescripteur de contenu. Et il se trouve au centre de ce nouvel écosystème avec la possibilité pour lui de consommer des contenus médiatiques, en fait, quand il le veut, où il le veut et sur n'importe quel support. Alors, vraiment, je peut-être m'arrête juste quelques secondes pour pas que vous vous mépreniez sur mon propos. Je pense que le numérique, c'est vraiment une formidable opportunité pour l'individu d'accès à la connaissance, d'accès au savoir. Et notamment en matière informationnelle, on peut bénéficier de textes, de sons, d'images dans un volume qui n'a jamais été atteint. Mais le positionnement en fait hégémonique de ces plateformes remet en cause la structuration de notre champ informationnel et place les médias historiques comme des vecteurs de nos démocraties dans une situation qui est assez délicate. Alors, quels sont les enjeux qui sont soulevés par ces plateformes? Alors, des enjeux évidemment sur des plans différents. Un premier plan, alors avec une préférence pour ma part dans la mesure où je suis économiste de formation, comme l'a rappelé Eric, mais il y a aussi évidemment des enjeux sociétaux sur lesquels je m'attarderai aussi. Sur le plan économique, clairement, en concurrence directe avec les médias traditionnels, les GAFA exercent une pression forte du fait de leur modèle économique qui génère des effets de réseau, comme on dit, et des économies d'échelle. Alors pourquoi? Parce que les plateformes sont des intermédiaires d'échanges qui rendent possible et qui facilitent des interactions entre des individus. Elles servent de catalyseur économique entre différents types de populations. Et comme les médias, elles créent des liens entre des consommateurs à qui on propose un accès à des contenus et aujourd'hui de plus en plus gratuitement, et puis des annonceurs qui, eux, vont acheter des espaces publicitaires pour toucher in fine le consommateur. Et ces interactions-là, qu'on appelle des effets de réseau, de par leur puissance et leur effet multiplicateur et amplificateur dans le numérique, eh bien, structurent cette économie et conduit l'opérateur principal qui parvient à les générer, donc les plateformes, qui parvient à générer, à occuper très rapidement une position hégémonique dont le pouvoir, il est à la fois horizontal, vertical. Ça, c'est sur le plan économique, mais il est aussi financier. C'est ce qu'on dit souvent, the winner takes all dans le monde du numérique. C'est comme ça que celui qui arrive en premier, eh bien, il rafle finalement la mise. Alors, c'est une forte concentration qui pose sur le plan concurrentiel des problèmes, évidemment, d'abus de position dominante. Mais je me suis attardée, évidemment, pour cette séance avec vous, sur les conséquences sociétales et démocratiques. Alors, Eric Schmidt, qui était le président du conseil d'administration de Google, et Jared Cohen, qui était son directeur général en 2012, ils disaient déjà tous les deux, ouvrez les guillemets si vous me permettez, donc nous pensons que les plateformes numériques telles que Google, Facebook, Amazon ou Apple sont encore plus puissantes que ce que la plupart des personnes pensent. Ces plateformes constituent un réel changement de paradigme et elles tirent leur puissance de leur capacité à grandir et plus spécifiquement de la vitesse à laquelle elles le font. Presque aucune chose, à l'exception d'un virus, ne peut grandir aussi rapidement, efficacement, agressivement que ces plateformes, et cela rend les personnes qui construisent, contrôlent et utilisent puissantes elles aussi. Je ferme la parenthèse, évidemment la relation à l'exception
du virus et n'est pas aujourd'hui en période de crise sanitaire n'est pas anodine, mais pour autant, ils disaient déjà cela en 2012. Et aujourd'hui, elles sont bien puissantes 10 ans après. Donc, sur les difficultés sur le plan sociétal maintenant, le point que je relèverai principalement pour ma part, c'est que les plateformes, elles ont la capacité finalement de fixer elles-mêmes les règles du jeu sociétal, voire démocratique. Avec 2,4 milliards d'utilisateurs dans le monde, comme je le disais en liminaire, Facebook est la première plateforme d'accès à l'information. 71% des 15-34 ans la consultent quotidiennement et l'actualité. Donc, consultent quotidiennement Facebook, mais pour l'actualité, via les réseaux sociaux, et 32% passent uniquement par eux et par les moteurs de recherche pour accéder à des contenus d'information en ligne. Donc aujourd'hui, les GAFA sont des acteurs à part entière de la communication sans pour autant participer, en tout cas, osais-je dire pas encore, aux objectifs d'intérêt général. Alors ce positionnement économique, et je ne rentre pas plus dans on pourra certainement peut-être en discuter sur l'aspect financier, mais il constitue véritablement une menace pour notre société démocratique puisqu'elle fragilise les piliers fondamentaux en matière de liberté d'expression, de pluralisme d'opinion, d'honnêteté de l'information, de cohésion sociale, voire de respect des droits et des libertés. Alors, tous ces enjeux sont aujourd'hui consubstantiels à l'offre médiatique, c'est-à-dire que ce sont eux qui ont motivé en fait l'élaboration d'un cadre législatif spécifique, à la fois aux échelles européennes et nationales. C'est la loi de la liberté de la presse en 1881 ou celle de la liberté de communication en 1986. Donc, Internet est un espace public au même titre que l'espace physique, donc il doit être régulé. Médias sociaux de masse, la non-responsabilisation éditoriale des réseaux sociaux pose évidemment question à l'univers informationnel. 3 exemples pour illustrer mon propos. Intelligence artificielle et algorithmes. On voit bien que la structuration des modèles d'affaires des plateformes s'appuie sur la collecte des données de façon massive, qui est permise notamment par la gratuité, mais aussi qui est permise par les traces qui sont laissées par les utilisateurs de ces réseaux. Et cette connaissance-là permet d'enfermer, entre guillemets, les usagers dans des bulles informationnelles. Et ça remet évidemment en cause, notamment les politiques culturelles de promotion de diversité culturelle. Une autre illustration, c'est soulevée par la question de l'utilisation illicite des données et de leur collecte. Le cas de la société, dont vous avez certainement entendu parler, de Cambridge Analytica, qui est vraiment emblématique des conséquences désastreuses de déstabilisation, voire d'inversion des scrutins lors d'une élection. On parle souvent de remise en cause de la sincérité du scrutin, c'est le terme qu'on emploie au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce qu'on sait, c'est que pendant des années, cette société a aspiré les données de plus de 87 millions de profils d'utilisateurs de Facebook à leur insu, et à la connaissance, et avec surtout la connaissance affinée de chacun de ces profils. Donc, ils ont pu leur envoyer des millions de messages personnalisés sur la base des caractéristiques individuelles de chacun. Et évidemment, ça pose clairement question. Donc, Giuliano De Rampoli, dans son ouvrage « Les ingénieurs du chaos », parle de transformation de plomb des data en or électoral, faisant référence aux élections de Donald Trump, mais aussi de Bolsonaro, ou encore du vote du Brexit au Royaume-Uni. Et enfin, dernière illustration de cette hégémonie, de cette remise en cause de nos piliers fondamentaux, c'est l'exemple du comportement de la plateforme Twitter, qui, de son plein gré, a décidé de retirer les tweets du président, à l'époque était le président des États-Unis, donc Donald Trump, en pleine campagne électorale. Alors, indépendamment de ce que l'on peut apprécier ou pas apprécier du président de la République et des propos qui sont tenus par Donald Trump, ça pose évidemment la puissance des GAFA, le rôle d'une entreprise privée dans un espace public lorsqu'il a la non-responsabilité du éditorial. Voilà, donc ça, c'est vraiment les difficultés que ça peut poser, tant sur le plan économique et financier, et le plan sociétal, voire démocratique. Alors, quelles sont les solutions qui sont envisageables ou les remèdes? Vous avez le sociologue Jacques Ellul qui disait « Il n'y a pas de liberté sans obstacle à la liberté ». Et le premier acte par lequel la liberté peut se révéler, c'est la prise de conscience de sa non-liberté. Finalement, le droit, on pourrait le caractériser par la règle du jeu social, et chacun doit assumer sa responsabilité. Alors, certainement, une première réponse, en tout cas selon moi, elle réside dans le cadre législatif. Donc la loi, ou plutôt les lois, constituent vraiment un instrument indispensable. Alors aujourd'hui, on observe une nouvelle forme de régulation qui est en train de se dessiner, qui est en train de se mettre en place, qui
aussi entre comme une sorte de tiers modèle. Alors, c'est pas le laisser-faire états-unien, mais c'est pas non plus le contrôle par l'État des contenus à la chinoise. On a la loi contre les fake news qui date de décembre 2018. C'est vraiment une volonté de lutte contre la manipulation de l'information avec la mise en place de dispositifs de coopération, pour plus de transparence, plus d'obligations de moyens qui sont imposés aux plateformes. Et c'est des dispositifs de coopération en lien avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc qui est le garant de la liberté de communication dans notre espace communicationnel, en tout cas audiovisuel. Il y a la loi contre le séparatisme qui donne aussi au CSA aujourd'hui de nouvelles prérogatives en matière de lutte contre la haine en ligne. Et puis, il y a la future directive qu'on appelle Digital Service Act qui vise à responsabiliser les plateformes pour mieux répondre aux besoins de protection qui sont demandés par les citoyens. Et ça, ce sera voté que dans 18 mois. Donc ça, c'est peut-être un premier type de réponse à donner. Il y a une réponse aussi qui est envisagée par notamment la présidence de Joe Biden, qui dit pourquoi ne pas aller jusqu'à démantèlement des GAFA. À la réponse à ça, il y a déjà des éléments de réponse, puisque les plateformes sont en mouvement pour elles aussi une meilleure prise en compte des opinions publiques, puisqu'il y a toute la pratique du name and shame qui fait qu'elles ont ce versant négatif, c'est-à-dire qu'il y a un effet réputationnel sur lequel elles travaillent énormément et sur lequel leur modèle est assis. Et finalement, si elles ont une mauvaise réputation, très vite, en fait, leur modèle d'affaires s'écoulera et donc elles n'existeront plus. Enfin, il y a peut-être un autre élément, même s'il y en a évidemment beaucoup d'autres, mais une autre solution, c'est travailler sur la question de la confiance dans les médias. Un Français sur 4 dit ne plus avoir du tout confiance dans les médias traditionnels, donc les chaînes de télévision, les radios, la presse écrite. Mais paradoxalement, c'est encore plus vrai vis-à-vis des réseaux sociaux. Donc, veiller au pluralisme des médias, participant à la confiance des médias et le fait qu'un régulateur, une instance de régulation participe de ce rétablissement de confiance en engageant en matière de diversité, de déontologie des médias, de pluralisme de l'information, de tenter de cadrer, en fait, enfin pas de tenter, de cadrer cet espace informationnel qui se dessine. C'est l'une des questions, en tout cas, plusieurs questions centrales quant au respect de ce pluralisme-là, notamment en période électorale par le CSA. Voilà, je pense avoir tenu à peu près le timing. J'espère ne pas avoir parlé trop vite non plus, mais je voulais laisser aussi la place aux échanges. Merci Nathalie. Je vous rappelle que vous pouvez nous laisser vos questions et avec Anne-Marie, nous ferons le relais de vos questions que vous nous laissez en bas dans le petit icône Q et R. Je vais laisser maintenant la parole à Anne-Marie Frey. Oui, merci Eric et merci Nathalie pour cette brillante intervention, en effet, qui va visiblement susciter beaucoup de questions. En attendant qu'elles apparaissent à l'écran et parce que notre public est avant tout un public de francs-maçons et de francs-maçonnes, même si quelques, je dirais, particuliers profanes, c'est ainsi qu'on appelle ceux qui ne sont pas encore initiés, voilà, pour tout vous dire, y assistent. Il me paraît nécessaire peut-être de faire un lien finalement entre notre sujet et nos propres préoccupations et notre propre vision. Avec quel filtre? Vous avez votre filtre sociétal, votre filtre économique, voilà, le filtre du CSA, etc. On a très bien vu le déroulement lors de votre intervention. Et nous, finalement, avec quel filtre, en quelque sorte, et avec quel éclairage on peut voir déjà cela? Dans ce que vous nous avez dit, moi, j'aurais déjà un peu, pour faire le lien avec la franc-maçonnerie, une première réaction, en quelque sorte, c'est que dans ce que vous nous dites, l'éthique des médias, comme certainement d'autres éthiques d'ailleurs, entre parenthèses, mais s'accompagne finalement toujours d'un élément de dénonciation. Je n'ai pas dit délation, j'ai dit dénonciation, et c'est bien ce que vous avez fait finalement, en dénonçant en fait des faits, des opérations, etc., qui se passent et qui sont contraires à ce qui pourrait être en fait une bonne morale, une bonne éthique, en quelque sorte des pratiques à faire. Et ça nous interroge, ça ne peut que nous interroger. C'est-à-dire comment on peut avoir, le droit ne demande pas de la dénonciation, l'éthique demande finalement une dénonciation pour être affichée. Et ça peut nous paraître intéressant. La deuxième question que l'on peut se poser à travers votre intervention, c'est finalement l'éthique des médias se situe par rapport à quoi? Par rapport à la vertu ou par rapport à la transgression? Alors, je m'explique un petit peu plus. D'un côté, l'éthique annonce des principes, finalement, des frontières, un insoutenable auquel aucun journaliste, téléspectateur, auditeur, etc., ne veut aller et ne désire. Mais d'un autre côté, on a besoin, en effet, de limites
Et la transgression, finalement, elle commence où? C'est-à-dire, où est-ce qu'on est hors éthique, où est-ce qu'on est à l'intérieur de l'éthique, et comment se déroule un petit peu cette frontière? Et ça, c'est quelque chose qui peut également nous intéresser dans notre parcours. Est-ce qu'il y a un modèle de société qui pourrait nous donner finalement cette limite, si tant soit peu qu'il y a un modèle suffisamment stable pour donner ces limites? Et les exemples finalement politiques que vous avez donnés montrent la fluctuance finalement de la vertu et de la transgression. Finalement, la bonne question à se poser, ce serait peut-être où est la vertu médiatique, plutôt que se dire où est l'éthique médiatique en quelque sorte. Voilà. Alors, nous pouvons peut-être donner quelques réponses en tant que francs-maçons, puisque finalement, notre façon de penser, c'est un peu justement d'une façon systémique de rassembler ce qui est épars, d'essayer d'unir des oppositions fécondes, et surtout, ça tombe bien, on doit transgresser symboliquement pour avancer. Donc, on est bien finalement dans cette question sur la vertu de l'éthique. Alors, notre travail, c'est également peut-être de trouver des explications pour avoir un éclairage sur les pensées du monde. Et finalement, en vous écoutant, je m'aperçois que nous nous rejoignons beaucoup. Nous rejoignons déjà sur le fait que sur les problématiques, finalement, il n'est pas question de trancher entre le bien et le mal. Il n'y a pas des choses qui se passent bien et des choses qui ne se passent pas bien. Il y a peut-être un départage entre ce qui est possible et ce qui est impossible. Et là, je crois que c'est beaucoup plus compliqué, que la frontière, en fait, est beaucoup plus difficile à trouver. Donc, Nathalie, merci pour cette brillante intervention. Et je vois que les questions commencent à se précipiter en quelque sorte. Ce soir, nous allons nous rejoindre parce que le chemin de l'éthique, comme le chemin de la franc-maçonnerie, passe bien par le registre de l'interprétation et de l'adaptation. Et ça, vous nous l'avez bien démontré. Voilà. On va peut-être revenir sur des choses peut-être plus, je dirais, plus actuelles en quelque sorte. Je vais redonner la parole à Éric, qui va pouvoir, à partir de là, peut-être lancer le débat avec des premières questions. Merci Anne-Marie. Alors merci effectivement à tous parce que vous êtes très nombreux à nous poser des questions. Moi je vais juste poser deux questions rapides pour pouvoir effectivement initier le débat. Au passage, merci à tous ceux qui nous disent bonjour aussi, et je crois que le plus loin nous vient des Comores avec Jean-Louis. Voilà, pour information. Et le nombre de participants ne cesse de grimper. Là on est à peu près à 126. Alors moi, Nathalie, j'avais une question pour vous. Vous l'avez dit tout à l'heure, Internet a été un formidable moyen d'accès à l'information, et dans différents pays et pour différentes populations, mais aussi de manipulation. C'est un peu le revers de la médaille. C'est-à-dire que aujourd'hui, on voit que Google, avec l'intelligence artificielle, par exemple, et des algorithmes, est capable de créer des articles sans journaliste, c'est-à-dire c'est l'intelligence artificielle qui est capable de créer aujourd'hui des articles entièrement avec un ton, avec une ligne éditoriale. Ça fait assez peur, et ensuite peut les diffuser sur les réseaux sociaux, sur les Facebook, sur les LinkedIn, sur les Twitter, sans réellement qu'on s'en rende compte. Donc, cette tendance est en train de se développer, et vous le disiez tout à l'heure, on n'a pas trop aujourd'hui de parade pour faire la différence entre le vrai du faux finalement. Et il y a une expérience qu'a lancée le CSA belge qui a imposé l'éducation aux médias dans toutes les classes scolaires, et notamment dès la maternelle. C'est-à-dire que dès la maternelle, ils apprennent aux enfants à la fois à détecter une vraie info d'une fausse info, comment on trouve une vraie info en recoupant les sources. Le fact-checking, cette image est extraite d'un article, mais est-elle véritablement extraite de cet article? Et c'est une très belle initiative qui a commencé, je crois, il y a 4-5 ans en Belgique, qui a été mise en place par le CSA. Pourquoi est-ce que cela ne va pas aussi vite en France, à votre avis? Pourquoi on a du mal à accompagner et à mettre en place quelque chose qui puisse nous donner des clés? Merci Eric. Peut-être je remercie aussi beaucoup Anne-Marie Frey pour votre analyse très subtile, philosophique même, et que j'apprécie beaucoup. Peut-être juste un tout petit mot, si vous me permettez, Eric, peut-être juste pour dire que, parce que ça me fait évidemment beaucoup réfléchir, votre réflexion me conduit à penser que c'est toute la difficulté finalement au pays de Voltaire, d'avoir en permanence cet arbitrage nécessaire entre la liberté d'expression et la censure. Effectivement, ça rejoint la ligne du bien, la ligne du mal, ou quelle est la bonne tonalité.
avec le tout dans un modèle qu'on veut aussi nécessairement concurrentiel pour pouvoir donner cette possibilité à tous, tant de s'exprimer que de donner la possibilité aussi de permettre aux autres que de le faire. Et c'est vrai que cet arbitrage-là et que le CSA, en lequel j'étais membre pendant 6 ans, comme vous le disiez, en liminaire, on est tous les jours, en fait, finalement, cette instance se trouve confrontée à ces questions-là, qui sont des questions majeures, et la loi est évidemment là et garante, puisque le CSA est finalement le bras armé de cette volonté de liberté, de cette garantie de liberté de communication. Mais évidemment, les mots sont beaucoup plus subtils, l'analyse est beaucoup plus subtile que simplement de dire que la loi est rien que la loi. Alors, pour répondre à Eric, à votre question, alors en fait, on est pas mal avancé, si j'ose dire, pour ne pas dire même un rôle modèle de l'éducation aux médias et à l'information, qui s'est beaucoup développé, alors déjà par l'éducation nationale, ensuite parce que Jean-Michel Blanquer a axé beaucoup son mandat, en tout cas son ministère, sur cette question de l'éducation aux médias. Et incroyablement, aujourd'hui, le hasard fait bien les choses, il s'avère qu'il avait monté un petit comité avec qui il a eu la chance de participer justement sur les questions d'éducation aux médias. Nous lui avons remis un rapport cet après-midi sur ces questions-là pour mettre en avant des nouveaux outils. Sur le fait que le CSA belge, comme vous le disiez, a fait des liens, le CSA français l'a fait aussi, pour justement des liens en partenariat directement avec l'éducation nationale, avec des académies. En l'occurrence, il a monté des modules de formation pour former des formateurs et en même temps pour proposer en fait des kits pédagogiques qui sont accessibles depuis le site du CSA pour l'ensemble des enseignants, pour tous ceux qui veulent évidemment, mais qui constituent en fait des moyens pour répondre en fait à ce que peut être l'éducation aux médias. D'ailleurs, c'est allé tellement loin que dans la directive de services de médias audiovisuels, qui va entrer en transposition dans la loi nationale là, depuis quelques jours, eh bien, il y avait justement cette obligation de remettre des rapports depuis les régulateurs audiovisuels européens, remettre des rapports sur ce que faisait dans leur pays chacun des médias sur l'éducation aux médias. Donc, le fact-checking est beaucoup, le terme par contre n'est pas français, hein, veuillez m'excuser. Le fact-checking, effectivement, est beaucoup développé aujourd'hui par de nombreux médias. France Télévisions, je pense aux médias télévisuels comme France Télévisions, France Média Monde a pris beaucoup de modules avec des petits spots obligatoires qui sont diffusés et qui sont très simples et qui aident vraiment à la compréhension. La presse écrite le fait énormément. Donc, depuis des années, hein, ça se multiplie, c'est de plus en plus. Hein, donc, ça a été mis en place il y a plusieurs années, mais aujourd'hui, ça tend quasiment à être systémique. Les médias s'en emparent. Et l'éducation nationale, c'est évidemment ça l'essentiel aussi. Dans les écoles, les profs se sont emparés de ces questions-là. Et j'ai eu donc l'occasion d'en discuter encore ce matin, et un rapport a été remis. Donc, on voit bien que finalement les médias se sont entendus, en tout cas audiovisuels, pour s'attaquer à cette question qui est fondamentale, qui est évidemment celle de l'éducation aux médias, mais qui elle aussi a un contour très large finalement. Hein. Il y a la lutte contre le harcèlement, il y a la lutte contre la discrimination, il y a la haine en ligne, il y a la protection du jeune public. Même le MeToo, hein, il s'y retrouve quelque part là-dedans. Donc, on voit bien que c'est un champ qui est, avec les réseaux sociaux, qui s'est élargi. Tous ces choses-là ont toujours existé, mais l'Internet, le revers de la médaille, c'est cette viralité, cette vitesse à laquelle un mot, une phrase, une photo, une vidéo se répond. Et c'est bien cette problématique-là auquel le régulateur et d'autres doivent faire face. Merci Nathalie, ça se met en place. Et il y a un internaute qui nous signale que ce type d'éveil des enfants de 8 à 12 ans a existé en France à Annecy, où l'enseignante était une ancienne journaliste. Donc il y a effectivement déjà eu quelques initiatives qui sont en train de se mettre en place. Dans les internautes sommes dans la géographie, nous avons également un bonjour du Burkina Faso. Donc nous avons un auditeur du Burkina Faso. Voilà. Il fallait le souligner quand même. Eh ben, tout à fait. Ouais. Alors,
Autre question sur l'éthique. Avant, les médias, il y a à peu près une dizaine d'années, étaient dirigés par des sortes de couples à la fois directeurs, marketing ou exécutifs et artistiques. On a connu Le Lait et Moujotte à TF1, Baudecroux et Guazzini à Énergie, Lagardère et El Kabbach à Europe, pour ne citer que. Et depuis une dizaine d'années, les artistiques sont un peu partis, les hommes de programme, et on retrouve des grands industriels à la tête des médias que sont effectivement Bolloré, Bouygues, Niels, ce n'est que mon avis, mais qui ont plus une ambition de rentabilité, de logique économique et forcément d'audience, et qui se ressent dans la qualité de l'information, notamment on le voit par le fait qu'il y a moins d'investigation, on dépense moins d'argent pour envoyer un journaliste autour du monde pour travailler sur un sujet et en faire le compte-rendu. On voit moins de correspondants à l'étranger. Cette évolution vers de l'information moins fournie pose un problème évident d'éthique et de déontologie. Comment vous pensez qu'on peut remédier à ça? On ne peut pas revenir en arrière, mais est-ce qu'il y a quelque chose à mettre en place éventuellement? Alors, c'est une question qui est relativement complexe, en fait, hein, parce que, pour différentes raisons. Déjà, on a vraiment une modification de ce paysage, et notamment, comme j'ai pu le dire rapidement, avec l'arrivée d'Internet, hein, cette multiplication d'accessibilité, en fait, à la télévision, que ce soit en fait les supports, notamment à la télévision, cette multiplicité d'accès conduit à une fragmentation des audiences. Et ce qui fait qu'il est beaucoup plus compliqué de réunir pour un même média plus de monde derrière son écran pendant un long moment. Ça paraît rien, mais en fait, c'est fondamental puisque c'est toute l'économie des médias qui est centrée là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, aujourd'hui, les GAFA arrivent en concurrence directe des chaînes de télévision. Et les chaînes de télévision, en étant dans ce schéma concurrentiel très, très fort, sont dans l'obligation finalement d'avoir beaucoup plus de moyens pour pouvoir répondre. Parce qu'il ne suffit pas de dire je suis un média. Fabriquer de l'information coûte extrêmement cher. Fabriquer un film de qualité coûte extrêmement cher. Un documentaire, une fiction, un divertissement, les sommes sont extrêmement importantes. Parce que vous êtes dans un univers concurrentiel, les consommateurs, pardon de le dire ainsi, téléspectateurs, internautes ou lecteurs, sont de plus en plus affinés. Donc, ils ont de plus en plus envie de consommer des contenus de qualité, et ce qui demande plus d'argent. Donc, comment faites-vous pour pouvoir allouer des contenus de qualité qui coûtent extrêmement cher si vous ne réalisez pas des économies? Il faut bien un capital pour le faire. Et donc, ce mouvement de concentration vers lequel vous expliquez, en pensant à Bolloré, à Niels, etc., effectivement, il a toujours existé. Est-ce qu'il s'est amplifié? Moi, je ne suis pas si sûre que ça, mais on peut comprendre. Est-ce que les journalistes aujourd'hui ont moins de moyens pour faire des enquêtes? Franchement, je ne le dirais pas comme ça. Je trouve qu'on a un paysage audiovisuel qui est varié. On a trois secteurs. On a un secteur qui est privé, Canal+, est présent avec OCS. On a un secteur commercial des chaînes de télévision. On a 27 chaînes qui sont accessibles gratuitement, dont le modèle d'affaires repose sur la vente d'espaces publicitaires. Et puis, on a toute la télévision publique qui a quand même 5 canaux de distribution. Même la chaîne France 4 devait être éteinte et tant mieux. Et pour ma part, je trouve que c'est une excellente chose qu'elle puisse résister. Donc, on a quasiment 1000 radios. Finalement, le média qui est le plus en crise, c'est la presse écrite, et qui, elle, effectivement, depuis, mais non pas 5-10 ans, mais déjà depuis une vingtaine d'années, si ce n'est pas 30 ans, est en crise économique, n'arrive pas en fait à avoir un modèle d'affaires qui se stabilise. Donc, là, le fait qu'il y ait une concentration, oui, que cette question de concentration soit nécessaire, je pense que d'un point de vue économique et financier, oui, parce que les GAFA comme des Amazon, des Disney ou des Netflix, pour donner qu'un seul exemple, Netflix, en un an, en 2019, a investi 15 milliards de dollars dans l'acquisition de droits. Et bien, si vous prenez toutes les chaînes, donc publiques, privées et commerciales, vous les mettez ensemble, en 5 ans,
elles ont investi 6 milliards d'euros. Donc, ça fait toutes les chaînes de télévision en 5 ans mettent 5 à 6 milliards d'euros. Un seul acteur en une année, c'est 15 milliards de dollars. Donc, on voit bien que l'asymétrie est très grande. D'où l'importance, en fait, de la loi. Et donc, pour vous répondre, Eric, pardon d'avoir fait cette ellipse, mais pour vous répondre, je pense que oui, on va vers de la concentration et de l'industrialisation. Ce qui ne veut pas dire pour moi, ne signifie pas pour moi, dans le secteur des médias, une moins grande diversité. C'est un premier point, ce n'est pas automatique. Et l'autre point qui est important, c'est là où la règle, où la loi est importante, c'est qu'il faut vraiment se garantir qu'il y ait une séparation entre l'espace éditorial et l'espace communicationnel, donc en fait publicitaire, pardon, et donc que là, la frontière soit bien étanche et que les journalistes puissent travailler en toute liberté. On a quand même un panel de médias qui est plus large que ce qu'on laisse entendre, en fait. Mmh. Merci Nathalie de cette réponse. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus près, parce qu'on nous signale que quand vous éloignez, en fait, on perd un peu votre voix. Pardon, alors, je vais m'excuser, je vais monter un petit peu mon son, pardon. D'accord. Merci. On commence à avoir des questions qui tombent, Eric, sur le QR, hein, en quelque sorte. Tout à fait. Il y a pas mal de questions. Peut-être une, Jean-Louis qui dit « La franc-maçonnerie nous exhorte à oser penser par soi-même. Les réseaux sociaux me semblent proposer une sorte de bouillie prête à penser, entre guillemets, qui présente la difficulté de tout positionner de manière transversale. Les avis d'experts reconnus sont positionnés sur le même niveau que ceux du Pékin lambda. Doit-on craindre un nivellement par le bas ?» Question intéressante. Je trouve que c'est une question extrêmement intéressante. C'est vraiment la grande difficulté, une problématique centrale qui se retrouve sur Internet, c'est le fait qu'il n'y a pas de hiérarchisation. Tout est complètement à plat. Que vous soyez un expert, un monsieur ou madame lambda n'y connaissant rien sur le sujet, ou le Ponte et le Nobel, en fait, finalement, quand vous accédez, vous, consommateurs, au lien avec cette personne qui s'est exprimée, eh bien, effectivement, il n'y a pas de hiérarchisation. C'est certain que c'est une vraie problématique, c'est un vrai problème. Alors, est-ce que c'est du nivellement par le bas? Ça, je dirais pas ça comme ça. C'est toujours pareil. Pour celui qui est éduqué, d'où l'importance de la question d'Éric au départ, c'est-à-dire en fait l'éducation aux médias, d'où l'importance en fait d'apprendre aux enfants les plus petits à aller sur les bons sites, à bien faire attention de qui parle, d'où ça vient, effectivement, parce que lorsque vous êtes en pur récepteur, eh bien tout est à plat. Merci Nathalie. On est 127. Voilà, c'est une bonne alors, réponse. Anne-Marie. On a un autre spectateur. Voilà, on a un autre spectateur qui justement réagit en avance presque ce que vous venez de dire et qui dit mais pourquoi une éducation aux médias? Est-ce qu'une éducation à la langue et à ses nuances reste la plus pertinente? Autrement dit, Nathalie, est-ce que vous prenez une véritable éducation aux médias au sens lecture de ceci et connaissance de ceci? Oui, enfin peut-être que je pense l'éducation en ayant un spectre plus large, c'est-à-dire à la fois être capable de sourcer, d'archiver, de d'où on parle. Donc ça, c'est un point qui me semble, l'input me semble vraiment important. Et ça, c'est de l'éducation. Évidemment, ensuite, il y a tout l'esprit critique et le sens critique, mais ça, c'en est de même. C'est une éducation qui est nécessaire, mais lorsqu'on lit la presse papier ou lorsqu'on regarde une émission de télévision, il faut effectivement faire la part des choses. Vous regardez du CNews ou du, j'en prends une autre, ou du LCI, eh bien, à vous de faire la part des choses et vous reconnaître. Ça, c'est vrai pour toutes les chaînes de télévision et on retrouve évidemment ça sur le net. Donc ça, c'est un point qui est… Maintenant, sur l'éducation aux médias, il y a aussi justement la question de harcèlement et donc comment se protéger. Et donc, parce qu'on est dans un univers où il y a beaucoup plus d'informations qui passent qu'on ne le croit. Donc, lorsque j'écris un mail, eh bien aussi il y a l'information qui est à mon adresse. Et lorsque je poste une photo, eh bien il faut savoir qu'en fait rien n'est jamais effacé. Le droit à l'oubli peut exister d'un point de vue juridique, mais en vrai, on peut toujours récupérer. Et c'est tout ça qui reste, c'est-à-dire que c'est cette trace numérique qui, d'un point de vue économique, permet aux plateformes en fait d'exister et qui fait feu de tout bois, et c'est de ça dont elles vivent. Mais dans le même temps, le danger de ça, c'est que si vous n'êtes pas, vous, au courant que le fait finalement de votre photo en maillot de bain pour être vue par tout le monde immédiatement parce que vous l'avez postée
et que d'autres pourront l'utiliser contre vous, eh bien c'est aussi ça la question de l'éducation aux médias, c'est la question aussi la question de sa propre protection de ces données personnelles. Il y a la question aussi qui peut être posée de l'anonymisation, hein, ça aussi se pose la question, est-ce qu'on le fait que quand vous insultez quelqu'un et que finalement vous êtes anonyme entre guillemets, en vrai vous n'êtes jamais anonyme, et on ne sait pas complètement, en tout cas le monsieur lambda, et moi je ne saurais pas le faire. Donc on voit bien que ça pose d'autres problématiques que celle enfin en tout cas que dans le monde physique on a réglé. Très bien. Une autre question de Raphaël qui nous dit comment et pourquoi naissent dans les démocraties des médias ayant un tel pouvoir, les GAFA, où se situe la crainte, sachant qu'ils proviennent principalement des États-Unis et de la Chine, en fait. Oui, je pense que derrière ça, c'est là qu'il y a la question de la concentration et de l'économie du numérique, c'est-à-dire que leur modèle d'affaires, donc c'est-à-dire le basement en fait sur lequel ils sont assis, donc c'est vraiment le média traditionnel. C'est très simple, hein, vous prenez une chaîne de télévision, vous y accédez gratuitement en échange de la vente d'espaces publicitaires. Et cette connexion-là, donc le média fait bien le lien entre le consommateur et l'annonceur. Et bien sûr, en économie numérique, c'est ce lien-là dont je vous ai exposé tout à l'heure, ces liens-là sont multipliés, ils sont multipliés puissance n dans l'économie du numérique. Et donc, les plateformes sont immédiatement, c'est pour ça qu'on dit the winner takes all, c'est-à-dire qu'en fait, la plateforme arrive à générer des économies d'échelle et des effets de réseau tellement puissants que très rapidement, ils arrivent à cette position d'effacer tout le monde, d'évincer tous les autres pour pouvoir en fait récupérer toute la valeur. Et c'est cette position-là d'émergence qui fait qu'on en a quelques-uns, mais qui sont des plateformes géantes, écrase complètement tout le reste. Et c'est là qu'il faut, à mon sens en tout cas, à la fois légiférer, comme j'ai pu le dire, mais dans le même temps, pas simplement légiférer, voire penser, et c'est ce qu'il pense avec la commission Warren, avait mis ça sur la table, de ce démantèlement, parce que ces acteurs-là deviennent beaucoup plus puissants, ils sont puissants que beaucoup d'États. Et c'est là, finalement, c'est une question de taille. Quand tout à l'heure, Éric, vous évoquiez le fait que des Bolloré ou des Xavier Niel soient très puissants et très présents, on va dire, dans les médias. On voit bien que c'est très relatif, en fait. C'est relatif par rapport à un positionnement d'un Zuckerberg, évidemment, et qui est plus puissant que certains États. Et c'est là que le danger, évidemment, d'un point de vue démocratique, réside. Dans notre livre, vous abordez le problème des lois et des GAFA. Alors, Marie-Laure pose justement une question, parce qu'elle nous dit, les GAFA étant un outil pour atteindre le pouvoir, peut-on envisager une véritable volonté des gouvernements à légiférer pour diminuer les pouvoirs, et ont-ils vraiment intérêt finalement? Moi, de mon point de vue, oui, dans la mesure où, quand vous avez des acteurs privés qui sont plus puissants qu'un État, ça pose clairement question, en tout cas sur le sens de notre démocratie. Oui, me semble-t-il, oui. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment intérêt? Oui, oui, pour moi, je répondrais oui positivement aux deux questions. Alors, vous pouvez continuer à nous poser vos questions. Vous avez compris le principe sur Q et R en bas du Zoom. Vous nous avez dit tout à l'heure, Nathalie, que effectivement les jeunes s'informent principalement par les réseaux sociaux et beaucoup par Facebook. Il s'avère que effectivement les moins de 30 ans, c'est un constat, ne regardent quasi plus la télévision, on va dire classique, et n'écoutent plus la radio. Est-ce que selon vous c'est réversible et est-ce que ce sont des médias qui vont mourir? Alors, moi, je pense qu'il faut un tout petit peu relativiser ces chiffres-là qui sont, même si c'est moi qui les ai donnés, donc je les trouve moi-même effrayants, mais néanmoins, il faut relativiser. Il s'avère que la période de la pandémie nous a montré que nous avons augmenté de plus d'1 heure par jour la consommation. Je ne sais pas si c'est rassurant, mais enfin bon, je partage tout de même ce constat avec vous. Plus d'1 heure par jour la télévision, donc en moyenne, nous avons regardé, chaque individu a regardé 5 heures la télévision par jour pendant cette dernière année, et les jeunes y étaient aussi dedans. Donc étaient aussi présents. Donc c'est pas complètement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a à la fois regarder la télévision et s'informer. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que les jeunes continuent de regarder la télévision,
ils ne regardent peut-être pas la même chose que leurs aînés, c'est un premier point. Ensuite, lorsqu'ils regardent, ils peuvent très bien regarder sur Internet un film, d'ailleurs ça a été vu, hein, un film ou une émission, ils ne la regardent pas à la télévision, mais ils la regardent directement en ligne, donc là aussi, hein, c'est assez intéressant à regarder. Et donc, ce qui est un premier point. Et ensuite, un autre point qui est certainement le point auquel vous voulez en venir, sur l'information, c'est-à-dire comment s'informe-t-il. Et là, alors il y a d'autres médias qui, là on s'interroge, et donc il y a d'autres médias hein, qui aujourd'hui s'adressent directement aux plus jeunes, pas forcément des mauvais médias, sont pas seulement des moins bien, c'est des médias nouveaux, ce sont des médias différents, mais ne consomment pas de l'information de la même façon, ça c'est certain. Alors, est-ce qu'il y a un lien, est-ce que vous pourriez faire le lien avec le vote, par exemple, de la semaine dernière? Ça vaut le coup de se poser la question. Nathalie, vous venez de souligner un peu l'augmentation du temps d'écoute et particulièrement des jeunes qui regardent d'une nouvelle façon finalement les chaînes d'information, etc. Il y a justement une question justement de Nicolas qui d'ailleurs remercie infiniment pour toutes les interventions et qui dit « Mais pourquoi faut-il éduquer nos enfants maintenant à déceler la bonne ou la fausse information ? D'abord, pourquoi les fausses informations existent-elles et pourquoi nous n'avons aucun moyen pour lutter ? Et n'y a-t-il pas, autre question, mais intéressante, n'y a-t-il pas un moyen de sanctionner les chaînes info ? Alors, il donne des exemples à BFM ou CNews. Moi, je ne fais que lire le texte hein, sur des problématiques comme la problématique de Dupont de Ligonnès. Bon, bien sûr, c'est un exemple. Oui. Non, mais c'est intéressant parce que effectivement, ils ont un taux de pénétration fort dans les, voilà. dans les foyers. Et donc, la question est tout à fait, ces questions-là sont pertinentes. Alors, je ne serais pas aussi sévère, je dirais pas que rien n'est fait parce que je pense que des choses sont, des moyens ont été mis en place, des moyens sont déployés, comme on précisait tout à l'heure, que ce soit au niveau européen, que ce soit au niveau français depuis plusieurs années. Ça a été vraiment, le taureau a été pris par les cornes, à la fois par l'éducation nationale en lien avec les médias, hein, c'est pas déconnecté. Moi, je pense que c'est vraiment ensemble aussi qu'ils apprennent à fonctionner. Donc, de plus en plus de professeurs se forment à la fois à l'utilisation de ces médias et surtout à les déconnecter, à les décrypter, à les connecter, pardon, mais à les décrypter auprès des plus jeunes. Ensuite, il y a pas mal de petits modules hein, qui sont réalisés par les chaînes publiques, mais aussi par des chaînes privées et des modules qui sont repris dans en presse écrite et en radio, appelés fact-checking. Et ensuite, il me semble que la première question était pourquoi les fake news existaient. Oui, pourquoi les fake news existent et pourquoi nous n'avons aucun moyen pour lutter finalement. Alors, on a des moyens, mais c'est compliqué parce que c'est vraiment au cas par cas. On en a de plus en plus hein, qui ont été mis en place, notamment par l'AFP aussi. Je n'ai pas mentionné. Or, ils ont vraiment un gros pôle de fact-checking et ils l'ont développé au niveau européen. Ensuite, les plateformes aujourd'hui sont de plus en plus dans l'obligation de coopérer avec l'autorité de régulation et de montrer et de rendre un rapport hein, dans lequel elles doivent dire aux régulateurs quels sont les moyens humains et techniques qu'elles ont mis en place, que les plateformes ont mis en place pour pouvoir lutter contre de la fausse information ou encore pour des discours de haine en ligne. Ensuite, il y a la loi hein, de 2018 que j'évoquais tout à l'heure, qui est la loi contre les fake news, qui a été mise en place et qui donc participe de cette lutte contre les fausses nouvelles. Mais sinon, pourquoi elles existent ? Eh bien, il y a un joli modèle économique derrière, tout simplement. Hein. C'est faire de la fake news, ça permet de donner de l'information qui est complètement folle, hein, un peu. Alors, soit évidemment, ça peut être de l'information qui vise à inverser un scrutin. Là, c'est très sérieux et c'est très grave. Et puis, il y a la fausse information complètement loufoque et stupide, eh bien, qui ramène du téléspectateur, qui ramène de l'internaute et qui permettent en fait de vendre du clic et donc du temps d'attention. Hein. La plateforme, son modèle économique, c'est vraiment de prendre votre attention. Hein. C'est une économie de l'attention. Donc, c'est vous garder le plus possible. Eh bien, un des moyens de garder l'antenne le plus possible, soit c'est de dire des grosses âneries, et ça marche, ça fait du buzz, et donc à ce moment-là, vous restez, je peux vous donner de la page publicitaire, et comme ça, moi, ça me rapporte beaucoup d'argent, moi, propriétaire de la plateforme. Et il y a une véritable économie de la fake news. Et beaucoup de sites hein, qui le font sont démantelés, mais évidemment,
Internet reste quand même un énorme océan et la télévision apparaît comme un tout petit bocal dans cet univers-là. Pour compléter ce que vous dites, Nathalie, il y a effectivement Joël Deroné qui a écrit un livre sur ce principe expliquant que, en fait, les mauvaises nouvelles ou les fake news qui font peur font appel à notre cerveau reptilien. C'est-à-dire que ça provoque chez nous quelque chose qui suscite de l'intérêt, une sorte d'addiction. C'est-à-dire que quand on y a goûté, on en veut encore plus, etc. Et c'est vrai qu'en école de journalisme, par exemple, on apprend le kilomètre mort, c'est-à-dire un mort proche de chez vous va plus vous impacter que 10 000 morts à l'autre bout de la Terre. C'est horrible, mais c'est un fait et ça fonctionne comme ça. Et effectivement, beaucoup de lignes éditoriales sont construites comme ça pour faire de l'audience et les fake news, bien sûr, pour jouer sur les peurs des uns et des autres. Alors, dans ce sens-là, il y a… Si je peux juste me permettre, oui. pardon Eric, juste pour me permettre, et pour le coup, les réseaux sociaux n'ont absolument rien inventé. Ça existe depuis que la presse existe, Oui. et les faits divers et les fake news existent depuis très longtemps. Sauf que là, c'est une échelle qui est industrielle et mondiale. Tout à fait. Alors, Marie-Laure, justement, nous dit, dans les remèdes, vous parlez des lois, mais les GAFA étant un outil pour atteindre le pouvoir, peut-on envisager une volonté réelle des gouvernements à légiférer pour diminuer les pouvoirs des GAFA? Y ont-ils vraiment intérêt? Je pense avoir un peu répondu tout à l'heure. Moi, c'est ce que j'espère. Je pense que les États y ont intérêt. Et en tout cas, on peut clairement espérer effectivement qu'ils aillent dans ce sens-là, bien sûr. Alors, puisqu'on en est au GAFA, il y a une autre question quand même qui est posée par Galland, qui demande finalement si l'attrait pour les GAFA, les plateformes, tout ce qui est sur Internet, etc., ne résulterait pas du manque de diversité des opinions sur les médias traditionnels. Autrement dit, est-ce que les médias traditionnels font suffisamment une remise en cause de leurs propres pratiques? Est-ce qu'il n'y a pas un défaut d'innovation chez les médias traditionnels? Alors, je n'ose répondre directement parce que Eric Angioletto étant journaliste, je ne voudrais pas. Non, mais on va lui couper ses oreillettes, c'est bon. Il n'aimerait pas être désagréable avec celui qui m'a invité. Je suis neutre ce soir, totalement neutre. D'accord. La question de l'innovation et de la remise en cause, j'avoue qu'on peut évidemment se la poser. Peut-être un effet qui est lié aussi à l'arrivée de ces plateformes, c'est juste, sans parler des plateformes, c'est juste l'effet concurrentiel. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une quinzaine d'années, les gens avaient 3-5 chaînes de télévision chez eux. Aujourd'hui, ils accèdent gratuitement à plus de 27 chaînes de télévision. Donc, par définition, en tout cas en économie, c'est assez simple. Vous avez une stratégie, soit vous avez une stratégie de différenciation par le prix, soit une stratégie de différenciation par le produit. Et lorsque le prix est égal à 0, c'est-à-dire puisqu'on accède gratuitement en échange de votre attention ou de regarder des espaces publicitaires, eh bien, pour pouvoir vous différencier, eh bien, la concurrence est extrêmement rude entre les chaînes. Et donc, soit, et d'ailleurs on le voit bien sur les chaînes d'information, vous allez vous positionner, quand c'est plus une chaîne d'information, aux extrêmes du spectre politique. C'est ce que CNews arrive très bien à faire. Il y avait déjà 3 chaînes de télévision qui étaient consacrées à de l'information, donc LCI, donc qui était BFM évidemment, et puis France Télévisions est arrivée en même temps, une chaîne d'information en continu, et donc CNews, qui était iTélé auparavant, CNews est arrivé dans ce jeu-là, qui était déjà un marché qui était archi concurrentiel et qui était très largement saturé. Et donc le seul moyen de se différencier, boum, c'est de partir aux extrêmes. Donc il a choisi une extrême. Ça, c'est pour l'aspect concurrentiel. Donc, ensuite, pour pouvoir se démarquer, la difficulté, c'est que vous faites aussi du mainstream, c'est-à-dire que, eh bien, vous tentez de vous différencier, parce que disait Eric tout à l'heure, on ne dirait pas jusqu'à la fake news, mais en tout cas vers l'information qui fait un peu de la mousse et qui n'est pas forcément une analyse, une conceptualisation, une information de qualité, et ce qui peut donner à croire qu'au final, les médias sont de moins grande qualité aujourd'hui qu'ils ne pouvaient l'être auparavant, allant beaucoup plus dans l'air du temps, c'est-à-dire la rapidité, non pas de l'analyse, mais juste de la brève, rapide. Et puis, avec aussi le fait qu'il y a une dizaine d'années, on pouvait penser que l'input des chaînes de télévision, notamment d'information, donc la matière première, c'était la dépêche AFP. Aujourd'hui, on peut craindre que la matière première, ça soit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et donc c'est bien l'écume.
ce buzz-là, de cette mousse-là qui n'est pas jolie. Donc effectivement, la concurrence conduit aussi finalement à ce que pour une chaîne thématique comme la chaîne d'information, elle se différencie par la façon dont je l'ai explicité. Et puis ensuite, quand vous avez une multiplicité de chaînes, eh bien, il faut trouver le moyen de se différencier, d'où la nécessité, là encore, d'aller chercher des fonds, d'aller chercher du financement pour pouvoir investir dans du contenu dit de qualité, pour pouvoir justement vous différencier de vos concurrents. Merci Nathalie. Alors Laurent, lui, nous dit que le temps de traitement et de diffusion est très variable entre les différents types de médias. C'est vrai, la presse est plutôt lente, journalier, hebdo, la télévision et la radio plus à l'échelle de la journée, Internet dans l'instant présent, ça c'est clair. Or, le sensationnel nécessite de la réactivité et donc de se passer du temps de la réflexion. Peut-on revenir en arrière? C'est sa première question. Ça va être compliqué. Ou trouver un moyen de savoir quelle est la qualité de l'information mise à ma disposition. Est-ce que il faudrait créer un label, info vérifié, info fake? Alors c'est une excellente question. C'est effectivement beaucoup aujourd'hui. L'AFP travaille dessus, le Trust Journalism en Europe travaille beaucoup sur cette question justement de labellisation. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été tentées en la matière. Alors à un moment donné, je vous livre cette anecdote, ils avaient mis un petit drapeau sur une information qui était dite donc une fake news. Eh bien, il s'avère que elle était viralisée et elle se viralisait 10 fois plus vite qu'une information normale. Donc ça a fait exactement l'effet contraire. Donc ils ont abandonné. Donc effectivement, il y a une réflexion aujourd'hui qui est notamment portée par Action sans frontières, Liberté sans frontières, de Christophe Deloire, le nom va me revenir, le patron est Christophe Deloire. Reporters sans frontières, peut-être. Reporters, je te remercie beaucoup. Ouais. Merci Eric, effectivement. Reporters sans frontières qui travaille justement sur ces questions de labellisation, avec après, c'est extrêmement, c'est très subtil parce que il faut garder l'indépendance du journaliste et l'indépendance du journalisme en général, ce qui est dit. Et donc, si vous passez au crible cette information-là au crible d'une vérification, faut faire attention aux conséquences que ça peut aussi avoir. Mais tout ça est vraiment en place. Et ce qui est, je trouve, très intéressant, c'est que ça se met en place dans un consortium européen. On voit bien que l'échelle nationale n'est finalement pas la bonne échelle. Tout à l'heure, j'évoquais la loi de 86, qui est le cadre dans lequel a beaucoup évolué, et ça a changé depuis 2-3 jours, a évolué pendant 30 ans le paysage audiovisuel. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a besoin de la directive européenne, c'est-à-dire qu'on a besoin, et après elle sera transposée dans le droit national, mais on voit bien l'importance d'une directive européenne, c'est-à-dire qu'on s'entende tous sur un minima de ce que l'on veut, sur la protection des jeunes, sur les discours de lutte contre le haine, sur le temps publicitaire, sur le temps de diffusion, pour que on voit bien pour qu'il n'y ait pas juste le fait de se déplacer d'un pays à un autre et pour trouver autre chose en fait. Et ce sont des moyens qui doivent vraiment se mettre en place ensemble, le plus possible en tout cas. Alors, on sait par contre, en responsabilité sociale, par exemple, on sait que les chartes, les certificats, tout ça, bon, c'est très joli, mais ça ne marche pas s'il n'y a pas des sanctions. C'est-à-dire, autrement dit, il n'y a pas de carotte sans bâton, en quelque sorte. Alors, il y a une question d'un de nos internautes assez pragmatique. À votre connaissance, est-ce qu'il y a déjà eu des procès contre les diffuseurs de fausses nouvelles et des condamnations qui s'en sont suivies? Ça pourrait peut-être rassurer finalement en termes d'éthique. Oui. Je crains de vous décevoir, je n'ai pas cette information. Donc, par contre, ce que j'ai comme information, c'est que, alors, oui, c'est pas vraiment de la, oui, ici, il y a des fausses nouvelles qui sont retirées, mais oui, donc c'est le retrait en fait. Mais c'est très difficile. Enfin, faut bien comprendre. Il n'y a pas de procès retentissant, voilà. Non, mais parce que c'est extrêmement complexe. Le temps. Tout à l'heure, Eric parlait du temps de chacun des médias, mais vous voyez bien qu'il y a un temps politique et puis ensuite il y a un temps juridique. Le temps juridique est beaucoup plus long, sans entrer dans une affaire comme l'affaire Mila. Mais entre le moment où le fait a lieu, la viralisation, le fait que tout le monde en parle, ça dure 48 heures, eh bien 2 ans après, la justice n'est pas encore complètement passée sur cette affaire parce que c'est un temps long et il faut faire extrêmement attention. Nous, lorsque j'étais au CSA, donc justement pour la loi
contre les fake news de 2018. Et cette obligation aujourd'hui que les plateformes ont de coopérer, pour coopérer, c'est le meilleur moyen de coopérer, c'est de parler, c'est d'échanger. On voit bien que toutes les plateformes ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes moyens, n'ont pas les mêmes, n'ont pas finalement les mêmes modalités, n'ont pas les mêmes niches, ne s'adressent pas à la même façon. Lorsque on parle des GAFA, certains mettent dans les GAFA Netflix, qui n'est pas du tout un GAFA, pourtant c'est une grande plateforme. Donc on voit bien que c'est assez rapidement très technique. Donc lorsqu'on a beaucoup échangé avec eux, ils mettent des moyens en place. Et certains disaient, notamment une plateforme qui était une plateforme de jeux vidéo, qui avait énormément d'internautes, donc de followers et d'internautes, et retrouver le mot régulièrement, je vais te tuer, t'es mort, mais parce que c'est des termes qui sont employés dans un jeu, et qui disent tout de suite, je vais te tuer, parce que c'est juste le jeu c'est pas très drôle, mais enfin, c'est un jeu en tout cas auquel les gamins jouent très fréquemment, de se tuer. Et donc, on voit bien que la sémantique ne peut pas fonctionner de la même façon que sur un autre. Et donc, en fait, ils coupaient, donc ils censuraient en fait les échanges et les joueurs. On voit bien qu'on ne peut pas faire. C'est pas si simple que ça finalement, de dire qu'est-ce qu'une fake news, comment vous l'identifiez. Si je vous dis je vais te tuer là tout de suite, effectivement, faut espérer que c'est une fake news, mais on voyait bien que ça n'a pas la même intentionnalité que si nous sommes dans un jeu et que dans le jeu vidéo on échange tous les deux et que le jeu est que je vous tue ou que vous me tuez. Donc vous voyez là, c'est plus complexe c'est pas plus complexe qu'on ne l'imagine, mais en tout cas c'est une question qui est extrêmement difficile, qui n'est pas si simple à régler. Alors, une question concernant le CSA où vous avez été, que vous connaissez bien. On nous demande pourquoi il met si longtemps à sanctionner des émissions qui, par exemple, ne respectent pas le cahier des charges ou sortent de la déontologie qui a été fixée. Est-ce que c'est un manque de pouvoir? Est-ce que c'est une lenteur administrative? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Alors, je pense que ça rejoint les éléments de réponse que je donnais précédemment, c'est-à-dire que il ne suffit pas de dire tiens, tel journaliste, tel éditorialiste, tel invité a dérapé. Il faut le démontrer. Et donc, il y a une instruction qui est nécessaire, puisque derrière, il y a évidemment une mise en place de sanctions dont l'échelle peut aller de une lettre simple en vous disant attention, vous avez dérapé, ça se dit évidemment pas en ces termes-là, mais je vous passe le langage juridique, à cette possibilité extrême que de couper le signal. Donc, il y a une échelle de sanctions, et donc il faut qu'elle soit la plus juste possible, mais avant de pouvoir juger, eh bien, il faut absolument qualifier, et pour pouvoir qualifier, eh bien, de façon systématique, une analyse juridique est faite avec jurisprudence, c'est-à-dire est-ce qu'il y a d'autres chaînes qui, pour le même manquement, qu'est-ce qui a été réprimandé, de quelle façon on l'a fait, dans quelle façon le CSA l'a fait, et donc l'instruction est forcément longue, mais parce que c'est du temps juridique, on peut pas la réaction, le temps médiatique est devenu si rapide qu'on voudrait immédiatement que les choses soient sanctionnées dans la même temps, mais non, ce n'est pas possible. Je dirais même que ça serait pas sain. Alors de là à ce que ça prenne un an, c'est pas acceptable non plus. Alors il s'avère qu'il y a des nouveaux outils qui ont été mis en place par le CSA, et que notamment le système d'alerte accessible par juste un bouton depuis le téléspectateur fait que ça amplifie le nombre forcément de demandes, et donc après eh bien le temps de l'instruction, mais je pense que quand même il y a un temps d'instruction qui est nécessaire parce qu'il doit être complètement en dehors de l'effervescence, de l'affolement, des cris d'orfraie qui sont poussés, pour que on puisse véritablement, et pour que quand je dis on, c'est pas du tout en l'occurrence c'était pas moi, c'est pas les membres du collège, le CSA, c'est une institution avec 300 agents de très grande qualité, et donc ce sont des juristes qui font partie en tout cas, et des gens qui regardent les programmes, et des juristes qui étudient et qui analysent de façon très détaillée, une fois encore, le manquement qui a été fait, et ensuite la mise en place de la sanction. Mais je peux comprendre qu'on souhaiterait que ça soit évidemment plus rapide. Il y a quand même une certaine lourdeur, en tout cas on pourrait espérer une rapidité plus grande, mais néanmoins je
crois qu'il y a beaucoup en tout cas, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits et c'est plus rapide que ça ne pouvait l'être auparavant. Merci. Alors, vous parlez justement, Nathalie, du contenu, en quelque sorte, des programmes qui sont visualisés par le CSA pour veiller en effet à la bonne tenue. Et on a justement une question un petit peu. Comment expliquez-vous que les contenus sur des chaînes TV gratuites soient très uniformes, alors que les contenus web proposent à ce moment-là plus de controverses et plus de nuances? Voilà. Donc, la question poursuit, pourquoi la formation des médias TV gratuits semble-t-elle relever plus de la transmission d'une brève AFP, bon, ben ça on en a déjà parlé, qu'à une analyse journalistique profonde, et c'est une question de moyens ou de volonté des chaînes. On a l'impression que voilà, la question est toujours posée finalement sur la capacité d'évolution en fait des médias eux-mêmes. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'il y a une critique derrière du média traditionnel et qui, personnellement, je suis sortie du CSA, mais que je peux comprendre parce que cette concurrence que se livrent les chaînes entre elles ne conduit pas forcément à laisser la place pour elles d'installer, une fois encore, de l'analyse ou du raisonnement profond. Elles ont tendance, alors c'est pas de la facilité, c'est-à-dire qu'après il y a un modèle économique, c'est pour ça qu'on demande, en tout cas en tant que téléspectateur, vous n'avez pas la même attente vis-à-vis des chaînes publiques que des chaînes privées, puisque les chaînes publiques notamment sont exemptes justement de cette concurrence, puisque elles ont un financement par la redevance et donc ne doivent pas subir cette concurrence que les chaînes privées se livrent, qui elle, c'est le temps d'attention et donc c'est la volonté de capter absolument le téléspectateur et qu'il est difficile pour elles, en tout cas, elles ne prennent pas le risque. Alors peut-être que derrière cette question, en tout cas pour moi, c'est suite à effectivement 6 ans au CSA. Finalement, elles ont une vraie aversion au risque. Je dirais que c'est peut-être un peu sévère vis-à-vis des éditeurs, mais il y a de ça tout de même. Il y a de l'aversion au risque, c'est-à-dire qu'on préfère un programme dont on sait, ou en tout cas dont on est quasiment certain qu'il fonctionne, plutôt que de prendre le risque de lancer un nouveau programme et qui se plante, parce que ça coûte aussi très cher. Donc, ceci peut être expliquer cela. Et peut-être pour revenir à la question initiale, c'est qu'il y a aussi une différence en termes de régulation. Et donc là, les choses changent, mais l'univers de l'Internet n'est pas, les contenus Internet ne sont pas régulés de la même façon. Donc, les chaînes de télévision, lorsqu'elles sont en échange d'une allocation de fréquence publique, donc issue du domaine public, elles ont une fréquence. Et en échange de cette fréquence allouée gratuitement par l'État et par le domaine de l'État, eh bien, les chaînes de télévision signent une convention avec le CSA et dans cette convention, il y a tout un ensemble de cadres, de conventions sur lesquelles on s'entend, protection du jeune public, expression, obligation d'assurer des émissions politiques pendant les campagnes électorales, garantie de l'équité de parole entre les personnages politiques, justement en pleine période électorale où on en sort. Donc, il y a toute une sorte, beaucoup d'injonctions, outre le fait qu'il y a aussi le financement à la création dont je n'ai pas du tout parlé, mais qui participe aussi évidemment des chaînes de télévision. Les chaînes travaillent dans un cadre. Jusqu'à hier, les plateformes, ce n'était pas pour elles, c'était pas du tout le cas. D'ailleurs, les chaînes de télévision râlent énormément à l'encontre des plateformes parce qu'il y a justement une véritable asymétrie. Il y a toutes ces obligations de déontologie, de pluralisme, de protection, d'obligation d'émission dont elles s'engagent vis-à-vis du CSA et évidemment vis-à-vis du téléspectateur. Donc, c'est un contrat aussi de respect vis-à-vis du téléspectateur. Ça, c'est pour la première partie déontologique et de pluralisme. Il y a aussi le parti de financement, obligation de verser un certain pourcentage, 3,5% de leur chiffre d'affaires, qui va au financement de la création pour la diffusion et la production d'œuvres cinématographiques européennes et françaises. Et à ce stade, les plateformes n'ont aucune de ces obligations. Donc, à la fois, ils n'ont pas l'obligation d'investissement et d'autre part, ils n'ont pas ce régime de respect, de déontologie, de pluralisme et d'engagement vis-à-vis des téléspectateurs. Et ça, c'est vraiment cette forte asymétrie-là. Elle est beaucoup dénoncée par les chaînes de télévision. Et là, justement, depuis quelques jours et dans les semaines qui vont venir, eh bien, il y a un élargissement du champ de régulation du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui va, à côté des chaînes de télévision et des radios, introduire dans son spectre les plateformes de partage de vidéos, les réseaux sociaux, et donc il sera en mesure de réguler ces nouveaux acteurs. En tout cas, ils auront l'obligation de participer, notamment au financement de la création. Mais vous voyez bien que
quand je suis dans une chaîne de télévision, où là, quand on est ensemble, on a un temps. Donc, on se dit, voilà, je parle pendant 20 minutes, on se donne jusqu'à 21h, et puis ensuite, il y aura, si j'ose dire, un autre programme. La télévision, elle est calée sur 24 heures. Pour la presse papier, elle est calée sur 16 pages, mais ça peut être du 24 pages, et puis ensuite, c'est 4 pages au fur et à mesure, jusqu'à ce que, quand même, on voit bien que ça va coûter cher. Lorsque je suis dans Internet, j'ai c'est pour ça que ça reste fantastique, une profondeur incroyable. Donc, si je veux retrouver les premiers papiers d'Eric Angioletti il y a 25 ans, eh bien, si j'y passe un petit peu de temps, je suis sûre que je les retrouve tous. Et c'est aussi ça, cette richesse d'Internet. On voit et on ne parle que de l'écume, mais c'est vraiment, on ne voit pas l'iceberg qu'il représente. On a un temps, vous l'avez dit Nathalie, je rappelle aux internautes qui nous écrivent qu'il reste encore 5 petites minutes, donc encore 2-3 questions. Les dernières, vous pouvez les poser sur QR en bas du module Zoom. Une question d'Isabelle, là, sur votre casquette plus éducation nationale. Former les collégiens et les lycéens à vérifier les informations pourrait faire partie du programme général. Pourquoi pas, propose-t-elle, une épreuve au brevet des collèges sur la détection de la qualité de l'information trouvée sur Internet? Mais c'est une excellente question et une excellente suggestion. Et dans les propositions qui ont été faites par ce petit groupe auquel j'ai appartenu, participe justement de ça. On va exactement dans le même sens que Isabelle, c'est-à-dire en fait tenter de former à la fois collégiens et lycéens et qu'il y ait une sorte de continuité, il y a un continuum, parce que on n'apprend pas évidemment de la même façon qu'on ne lit pas de la même chose, on ne fait pas de la grammaire et du français en collège comme au lycée. Et bien de la même façon, effectivement, l'éducation aux médias doit beaucoup évoluer, avoir les prémices et de la protection de soi quand on est petit, et puis de plus en plus quand on devient ado et puis lycéen, avec pourquoi pas considéré comme une matière avec une sanction comme au brevet des collèges ou au bac. Effectivement, c'est une vraie question. Il faut véritablement que l'éducation aux médias entre comme une matière comme une autre au sein des programmes de l'éducation nationale. Oui. Une dernière question, Anne-Marie, peut-être. Alors, une dernière question, puisque notre collégien et lycéen a grandi, il est devenu citoyen. Alors, comment protéger le citoyen de l'utilisation de ses données personnelles, aussi bien la prise de ses données personnelles qu'un éventuel contrôle qu'on pourrait avoir sur son comportement, ses opinions, etc. Ça, c'est peut-être un lien avec votre casquette CSA. Oui, alors il y a déjà quand même ce qui existe en France et en Europe, le RGPD, donc le règlement pour la protection des données personnelles, qui existe et qui participe en fait de cette protection-là de la vie privée des individus. Et vous disiez à la fin, pardon, Comment protéger à la fois la prise de données personnelles et éventuellement, est-ce qu'on peut protéger sur une éventuelle prise de conscience, une prise de contrôle sur le citoyen, de son comportement et de ses opinions à travers les médias? Alors déjà que tout à l'heure, oui, c'est une très bonne question, mais tout à l'heure on était dans l'arbitrage entre la liberté d'expression et la censure. C'est une question et aussi philosophique et puis de libre arbitre, quoi. C'est une prise de contrôle. Je ne sais pas si j'aimerais qu'on prenne le contrôle sur mon expression et sur ma liberté d'expression. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre du tout même. Je crois même que non, je n'aimerais pas. Merci beaucoup Nathalie, en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions pendant près d'une heure et demie. Merci vraiment de votre participation. Merci Anne-Marie d'avoir été avec nous. Je pense qu'on va laisser le mot de la fin à Alain Noël et à Marie-Thérèse Besson pour clore ce webinaire. Bonne soirée à tous et merci de votre participation. Merci à Jean-Robert de nous avoir redonné l'écran, si je puis dire. Donc, merci d'abord à Nathalie Senac de nous avoir fait une conférence très brillante et accessible à tous, parce que je pense que nous avons tous compris quels sont les enjeux et les problèmes d'éthique et médias. Je pense que tout le monde a pu se pénétrer de la complexité de la situation et en même temps de la direction que nous devons prendre. Merci à nos deux modérateurs, Eric et Anne-Marie, qui, dans la complémentarité et l'alternance réciproque, ont donné du dynamisme à cette soirée. Donc, merci à tous. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, mais c'est Marie-Thérèse Besson qui va vous présenter
le programme de la semaine prochaine avec Laura Lange. Je laisse donc la parole à Marie-Thérèse. Eh bien, je m'associe déjà à tous les remerciements qui viennent d'être donnés. Je rajouterais juste que finalement, entendre tout cela va peut-être nous aider encore à développer notre esprit critique, le travail que l'on fait dans nos loges, et va nous amener sans doute aussi à travailler vers plus de discernement, puisque c'est bien cela qui caractérise aussi une attitude d'une franc-maçonne ou d'un franc-maçon digne de ce nom. Donc, pour continuer sur les questions éthiques, la semaine prochaine, nous recevrons Laura Lange. Laura Lange est philosophe. Elle sera accompagnée par 2 animateurs, Mario Barmaki, qui est médecin, et Heidi Giovacchini, qui est directrice d'établissement de santé. Et le sujet, ce sera l'éthique et la santé, et en particulier la société du care. Tout à fait à l'ordre du jour. Bonne soirée à toutes. Merci. Bonne soirée. Beaucoup. Bonne soirée, merci. Merci encore pour votre invitation à toutes ces questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment, vraiment. Et merci à tous nos auditeurs. Bien Exactement. Évidemment. Merci vraiment pour ces questions très intéressantes, enrichissantes. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée. Au revoir.